Merci, Monsieur le Président. Être quasiment un des derniers, il faut avoir le perspicacité parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai cochées. Bienvenue au ministre. Merci, Mme Drouin, pour les réponses aux questions que j'avais l'an dernier et les réponses qui ont été données par le ministère avec célérité dans les jours qui ont suivi. J'aurai des questions, si vous le permettez, Monsieur le Président, cet après-midi pour M. Tessier. Et ce matin, j'ai quelques questions pour le ministre, mais je voudrais me concentrer sur le nouveau directeur des poursuites criminelles et pénales, concentrer dans le bon sens du mot, Monsieur le Président, vous conviendrez. Ma première question pour le ministre, on a beaucoup parlé d'agression sexuelle puis de violence conjugale. Dans les demandes de renseignements particuliers, on retrouve à la page 195 les demandes du troisième groupe d'opposition. On voulait savoir le nombre de victimes d'agressions sexuelles puis de violences conjugales dont les dossiers ont été rejetés par l'IVAC. Je comprends qu'on vient de faire l'étude détaillée du projet de loi 84, mais on donne comme réponse cette information n'est pas disponible. Je me suis posé des questions, puis est-ce que ça peut être changé, cette réponse-là, des demandes qui sont faites par les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, que les dossiers ont été rejetés par l'IVAC? Et si on ne l'a pas immédiatement, peut-être que le ministre pourrait nous faire suivre au secrétariat, mais je pense que vous l'avez. Votre question, elle est uniquement sur les victimes de violences sexuelles et conjugales? C'est violences conjugales et agressions sexuelles. Victimes d'agressions sexuelles, c'est page 195 du cahier des renseignements particuliers, troisième groupe d'opposition. Je n'ai pas l'information précise. On pourra vous revenir avec le site sur le site du secrétariat. Par contre, l'année passée, on a accepté, il y a eu 8 779 demandes, puis on en a accepté 7 400. Donc, 84 des demandes ont été acceptées à l'IVAC. Et à mon souvenir, violence conjugale, violence sexuelle, c'est environ, je pense, 60 des cas, là, mais on me corrigera. On va pouvoir vous détailler ça de façon plus approfondie. Vous voulez dire l'information, M. le ministre, à la commission? Oui. Merci. On va le déposer au secrétariat. Merci. Dans le cahier des renseignements particuliers de l'opposition officielle, à la page 373, j'avais une interrogation toujours par rapport à l'IVAC. Il y a 50 dossiers qui sont à l'extérieur du Québec et à l'extérieur du Canada. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça les intéresse de savoir dans quel cas est-ce que notre loi s'appliquerait à des gens à l'extérieur du Québec et à l'extérieur du Canada. Dans le fond, avec l'ancienne loi sur l'IVAC, il n'y avait aucun dossier à l'extérieur du Québec qui était couvert. Désormais, à partir du moment de la mise en vigueur de la loi, donc qui va arriver à la date de la sanction plus maximum 5 mois, toutes les infractions criminelles relativement à une infraction contre la personne vont être désormais couvertes. Donc, agression sexuelle, voie de fait, leurre d'enfant, tout ce type d'infraction-là va être couverte désormais après l'entrée en vigueur de la loi. Merci. Je me suis aussi posé une autre question, toujours dans le même cahier des renseignements particuliers. 1429 employés occasionnels au ministère de la Justice, je pense que c'est beaucoup. Y a-t-il quelque chose de particulier qui s'est passé en 2020 pour avoir un chiffre aussi élevé d'employés occasionnels au ministère de la Justice? Monsieur le ministre? Donc, on m'indique que c'est le personnel des services judiciaires. Donc, c'est en fonction des besoins du fonctionnement. Donc, on me dit que c'est pas différent de normalement. Bien, vous comprendrez qu'à partir du moment où je le soulève et que vous avez pris la peine de l'indiquer, je trouvais que c'était un chiffre, je trouvais que c'était un gros chiffre quand on parlait de 37 %. On me dit qu'on a des employés sur appel, des huissiers audienciers notamment. Merci. Monsieur le Président, si vous permettez, j'irai au nouveau directeur des poursuites criminelles et pénales. Je dois reprendre mon collègue de La Fontaine, il ne m'en voudra pas. Il a dit que votre nomination a été acceptée à l'unanimité, mais je suis obligé de lui dire qu'il y a eu 2 abstentions, et pas parce qu'on ne voulait pas,
mais parce que le gouvernement, et particulièrement le ministre de la Sécurité publique, dans l'étude du projet de loi 1, n'a pas considéré la part des indépendants dans 3 nominations qui sont faites aux 2/3, puis vous êtes une de ces 3 nominations-là. Donc, je me suis abstenu contre mon cœur, Maître Michel. Vous avez toutes mes félicitations et je suis très heureux de vous voir prendre la tête de cette institution. Je comprends que vous êtes en poste seulement depuis le 23 avril. Je vais avoir des petites questions pointues pour vous. Mon collègue de La Fontaine en a parlé. Quand on parlait d'études scientifiques, 45 de procureurs en épuisement professionnel, 28 en dépression, 31 avec des problèmes d'anxiété, 24 en syndrome post-traumatique. On a parlé du climat de travail qui était so-so. Vous comprendrez que dans une institution comme le DPCP, le climat de travail est une des choses les plus importantes parce qu'on parle de confiance de la population, on parle on a besoin de sentir que la personne qui est le directeur est vraiment en charge, est vraiment le leader de cette organisation-là. Et ça me préoccupe, ça préoccupe beaucoup de gens quand on entend parler de climat de travail. Je ne ferai pas la petite histoire des dernières années, mais c'est un mot qui a été bien en mode il y a quelques années. Le climat de travail, ça a fini par toutes sortes de choses qui, espérons-le, ne se reproduiront pas. Est-ce que c'est que je comprends que vous êtes là depuis le 23 avril, officiellement. Vous êtes quand même dans la boîte depuis quand même une vingtaine d'années, là. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous aviez pu percevoir et comment vous allez vous y prendre pour, je vous dirais, rétablir cette confiance nécessaire de la population à l'égard de l'institution qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et j'ajouterais, il y a une demande qui a été faite dans les renseignements particuliers. Il y a 8 procureurs qui ont démissionné en 2020. C'est rare, ça. En tout cas, je pense que c'est rare que des procureurs démissionnent. Est-ce que ça a un rapport avec le climat de travail ou c'est des raisons qui sont complètement autres? S'il vous plaît. Merci, M. le Président. Merci, M. le député de Chaumédé, pour vos questions. Et je vous remercie aussi d'avoir la délicatesse de souligner, de souligner mon entrée en fonction. Je vous en remercie. Il y a plusieurs aspects à votre question. Je sais que le temps nous manque. Au niveau des démissions, je ne connais pas, je n'ai pas le détail des motifs de ces démissions. 8, ce qu'on me disait, bon, vous l'avez dit, je suis là depuis 4 jours, mais ce qu'on me disait, c'est que 8 démissions, ça ne représentait pas une augmentation anormale, ou c'était pas un chiffre anormal par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes. Il y a un aspect de votre question, qui porte sur la confiance, comment rétablir la confiance ou maintenir la confiance de la population à l'égard de l'institution du DPCP. Vous liez cette question-là, si je comprends bien, au climat de travail, à la santé psychologique des procureurs. Évidemment, je l'ai dit, la santé psychologique de nos procureurs, comme de tout le personnel du DPCP d'ailleurs, c'est une priorité. C'était une priorité avant moi, c'est pas moi qui en fais une, c'est une priorité traditionnelle de l'institution. Ça me permet de revenir peut-être brièvement les résultats de ce sondage ou de cette étude à laquelle on fait référence et sans aucunement diminuer l'importance de la situation, les chiffres qui sont là comme dirigeant. Je veux dire, on ne peut pas laisser ça lettre morte. Je dois m'en occuper, je dois m'enquérir de cette situation-là. Mais si on compare ces chiffres-là, sans diminuer l'importance de la situation, si on compare ces chiffres-là à l'état, disons, de la santé psychologique de la profession d'avocat en général, on voit que on est dans des eaux, des chiffres à peu près comparables. Alors, le travail de l'avocat est anxiogène, le travail des procureurs l'est tout autant.
et surtout dans le contexte qu'on vit actuellement, comme toutes les personnes qui sont sans service de première ligne auprès de la population, la situation est encore plus difficile à vivre. Maintenant, si j'ai encore un peu de temps, M. le Président, merci. Ce que j'ai l'intention de faire concrètement, en fait, vous disiez, il y a un aspect de votre question, est-ce que vous le percevez? Moi, je suis gestionnaire depuis 8 ans au DPCP et si je me fie à l'expérience de mon bureau à moi, j'ose dire, puis on pourra me contredire si c'est pas le cas, mais j'ose dire que le climat de travail était plutôt bon, plutôt même très bon au bureau chez nous. Alors, j'ai été un peu surpris, comme je vous le disais, comme je l'expliquais plus tôt en réponse à la question du député de La Fontaine, de lire cette lettre-là et de voir la situation qu'on y dépeignait comme vraiment une situation générale au DPCP. Alors, quand je répondais à la question du député de La Fontaine, qu'il faut que je m'assoie avec l'association et qu'on fasse le point, je me demande, bon, où est-ce qu'il y a des surcharges de travail? Distinguer la surcharge de travail du climat de travail. Moi, le climat de travail, pour moi, dans ma conception des choses, quand on parle, je sais pas moi, d'abus de pouvoir, d'incivilité, de situation de harcèlement, ça interpelle ça, moi, la notion de climat de travail. Je ne sens pas ça, ni au bureau chez moi, ni de mes discussions que j'ai avec les différents procureurs en chef, mais je reçois ce message-là, je le prends très au sérieux et je vais m'asseoir avec l'association pour faire le point là-dessus. M. le député Chobédé. Mais je me permettrai, Maître Michel, un petit complément. Probablement qu'au niveau de la branche des services juridiques, la direction, le climat de travail devait être excellent, vous étiez responsable. Si on parle de la branche des procureurs spécialisés en crime organisé, en agression sexuelle, en violence conjugale, en grande criminalité, je comprends et je pense que vous me suivez là-dedans. La barre est haute pour le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales. Et peu importe le secteur dans lequel, si la majorité ou quelques-uns des problèmes qui sont spécifiés dans la lettre dont a fait part le député de La Fontaine, ou dans les dossiers que les citoyens voient plus régulièrement, qui touchent les 200 procureurs qui sont en spécialité organisée, les gens ne font pas de différence. Et la commission des institutions, normalement, doit recevoir le directeur des poursuites criminelles et pénales, je dirais régulièrement, mais c'est arrivé une fois. Probablement que vos réponses d'aujourd'hui, on pourra, suite au rapport de gestion, les regarder et juger de l'évolution. Quand je vous parle de vos procureurs spécialisés, on regarde les renseignements particuliers et on voit que vous avez 8 procureurs qui sont affectés aux gangs de rue. On pose la question, s'il y a eu des dossiers de gangs de rue en 2020? Il n'y en a pas eu. Je vais avec les réponses des renseignements particuliers. Et donc, on nous dit qu'il y a des procureurs en crime organisé et en grande criminalité. Je ne suis pas sûr qu'on a toute l'information dans les renseignements particuliers qu'on a demandé. Et vous avez parlé de perception tantôt. Vous savez qu'en politique, il y a beaucoup de choses qui sont jugées par les perfections. Puis présentement, il y a comme cette perception-là le climat n'est peut-être pas à son maximum. Il y a comme la perception qu'il y aurait peut-être lieu de rebrasser des cartes, de regarder est-ce que j'ai assez de procureurs en violence conjugale, en agression sexuelle, parce que c'est la nouvelle saveur, si on veut. En tout cas, c'est la saveur qui est d'actualité beaucoup. Est-ce que on parle beaucoup d'armes à feu? On regarde dans les renseignements particuliers qu'on a demandés, il y a 55 dossiers qui ont été déjudiciarisés qui touchent les armes à feu. Ça aussi, c'est dans les cahiers. Je ne vous emmènerai pas à la page, je vous donne le bénéfice du doute pour notre
première rencontre, là, puisque en 3 jours, vous auriez dû prendre connaissance de tout ça. Et je me dis qu'il y a 2400 dossiers qui sont déjudiciarisés à l'intérieur de la province de Québec. Le quart, 25% de tous ces dossiers-là, c'est déjudiciarisé à Longueuil et à Saint-Jérôme. Je me pose des questions. Puis je me dis, y a-t-il quelque chose de particulier dans certaines régions du Québec qui se passe? Donc, ça m'emmène à vous poser la question, quand vous aurez fait l'état des lieux, peut-être qu'un rebrassage de cartes pourrait être envisageable ou envisagé dans le but de mieux s'adapter à la criminalité de 2021 ou vers où on s'en va, là. Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a plusieurs aspects à votre question. Je ne sais pas si je vais être en mesure de tous les aborder, mais effectivement, bon, il y a un enjeu de répartition des ressources. Je l'ai abordé en réponse à une question de Mme la députée de Joliette. Les dossiers de violence conjugale et de violence sexuelle, ça représente, bon an, mal an maintenant, 20 du volume de dossiers au DPCP. C'est des dossiers, bon, si on prend les dossiers de violence conjugale, c'est des dossiers peut-être à une certaine époque, et je le dis, dans une époque révolue, qu'on pouvait considérer comme des dossiers peut-être moins complexes, mais compte tenu des enjeux sociaux, psychologiques et d'accompagnement nécessaires dans le traitement de ces dossiers-là, ce sont devenus des dossiers importants. Ils l'étaient avant, mais des dossiers qui comportent peut-être une plus grande complexité, pas tant sur les éléments factuels ou de la preuve, mais qui demandent plus en termes d'accompagnement. Alors, on a peut-être effectivement une réévaluation à faire de la répartition de nos ressources. Ça représente 1/5 de tous nos dossiers. Est-ce qu'un 1/5 de toutes nos ressources sont accordées au traitement de ces dossiers-là? Je ne le sais pas. Je devrais faire un état de situation comme vous le suggérez d'ailleurs dans votre question. En matière de non-judiciarisation, malheureusement, je ne maîtrise pas encore tous les cahiers, mais en matière de traitement non judiciaire, certaines infractions, vous avez fait référence à des dossiers d'armes à feu. Là, de mémoire, je n'ai pas le programme en tête, mais je sais qu'il y a des infractions d'entreposage non réglementaire, là, des armes à feu, une infraction qui est criminelle, mais qui chevauche le criminel puis le réglementaire, là. Alors, on parle peut-être de ce type de dossiers-là qui ont été traités en non-jus. Vous en parliez, bon, le traitement non judiciaire de certaines infractions, ça s'inscrit dans une tendance vers la recherche de mesures alternatives à la judiciarisation traditionnelle parce qu'on veut que les ressources de nos tribunaux, les ressources de nos procureurs soient consacrées aux vrais criminels, et il y a moyen de sortir du système de justice criminelle par ces recours-là, la non-judiciarisation, les mesures de rechange, de sortir des gens qui ne devraient pas s'y retrouver, qui font un écart de conduite mineur ou dont l'écart de conduite est dû à une problématique sous-jacente qu'on devrait traiter pour les sortir du système de justice. Alors ça va être une de mes priorités dans l'évolution de la culture des PCP pour les prochaines années. Monsieur le député de Chamédé. Juste pour vous aider, c'est dans le deuxième cahier. Non, vous n'avez pas besoin de les regarder immédiatement. C'est à la page 268. Il y a une mine d'informations là-dedans. Puis, comme je vous ai dit, Maître Michel, l'important, c'est pas de tout le savoir. C'est qu'à partir du moment où on nous le souligne, et que la période des crédits budgétaires, ça nous amène à souligner certaines choses, mais on est ici pour s'améliorer aussi, puis faire en sorte d'être en mesure de répondre aux citoyens du Québec. D'autres choses, parce que j'en ai regardé à page 280, faites juste le prendre en note. Aucun constat cette année par rapport à la loi sur la transparence puis sur le lobbyisme. C'est assez particulier, ça aussi. Je regardais, le ministre serait très content. On parle beaucoup de langue française de ce temps-ci. Et de la charte de la langue française, on a très peu de poursuites.
Ça va probablement changer quand on aura vu la nouvelle mouture de nouvelles lois potentielles à un moment donné. Puis c'est sûrement pas parce que tout le monde est tout le monde suit la loi à la lettre, là. C'est des petits points, effectivement, qu'on note. On parle en perception. On a beaucoup entendu parler des élus municipaux cette année dans différentes municipalités, dans différentes villes. On a beaucoup entendu parler des affaires municipales, de la commission municipale, mais il n'y a aucune enquête, il n'y a aucun constat d'infraction qui a été émis par le DPCP qui touche des élus, même s'il y en a certains dans certaines villes qui ont quitté ou qu'on a forcé à quitter en vertu d'autres lois. Ça fait partie des petits détails qu'on remarque. Quand je vous mentionnais que Il reste 10 secondes. Bon, bien... La meilleure des chances pour la prochaine année, Maître Michel, et on aura sûrement l'opportunité de retravailler ensemble. Merci beaucoup. C'est une belle finalité.